Bonsoir, bonsoir chères auditrices et chers auditeurs. Merci d'être fidèles à la radio Bakambi. Bakambi Radio, c'est une radio qui émet depuis le Royaume-Uni, une radio qui est animée et produite par Monsieur Kayus Ebelebe. Ce soir, vous serez en compagnie de Monsieur Gaïno, qui est le consultant, qui est notre politologue. Vous serez aussi en compagnie de Monsieur Samba Diakoumi, résistant sur la place de Paris, Monsieur Patrick Diong, qui représente le PCT et qui est président du PCT France, Monsieur Mawel, qui lui est représentant de UPADS, qui couvre l'Europe et l'Amérique. Nous aurons peut-être Monsieur Touta, qui sera peut-être présent, mais s'il n'est pas présent, nous lui souhaitons en tout cas un bon rétablissement parce qu'il avait l'air d'avoir un peu attrapé le froid. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer notre émission aujourd'hui avec comme thème Gbagbo, qui a lancé son parti, qu'il a nommé le Parti du peuple africain, section Côte d'Ivoire, ce qui veut dire peut-être qu'il a une ambition panafricaine avec d'autres sections en Afrique et que la Côte d'Ivoire ne sera plus pour lui le seul terrain de jeu politique. Nous parlerons aussi de la réaction du PCT avec les Pandera Papers. Nous verrons ce que M. Iloki et tous les leaders du PCT ont voulu dire et quelle était leur réaction en soutien au président Sassou qui est mis en cause et que pour le PCT, ceci est un gros mensonge, un moyen de déstabiliser le Congo. Enfin, nous aborderons tous les sujets d'actualité et nous parlerons surtout du sommet Afrique-France qui s'est tenu à Paris, qui lui aussi a provoqué des remous et des réactions à la fois sur le continent africain et à l'extérieur du continent africain. Sans plus tarder, nous allons appeler nos débatteurs, Monsieur Ndion, qui représente le PCT comme j'ai dit tout à l'heure, Monsieur Mawel de l'UPADS et Monsieur Samba Diakoumi ainsi que Monsieur Gaïno pour commencer cette émission. Bonsoir, M. Gaïno. Allô. Bonsoir. Bonsoir, M. Kayus. Oui. L'émission et l'enregistrement a commencé. On est en train d'attendre. Bonsoir, M. Mawel. M. Mawel, bonsoir. Oui, bonsoir, M. Samba Diakoumi. Oui. Bonsoir. Bonsoir. M. Mawel, bonsoir. Vous nous entendez? Oui, je vous entends très bien. D'accord. Alors, monsieur, bonsoir. Monsieur Ndian, bonsoir. Monsieur Samba Diakoumi, bonsoir. Monsieur Mawel et monsieur Gaïno, bonsoir, monsieur. Bonsoir aussi. Bonsoir, monsieur Belébé. Bonsoir, les Bakambi auditeurs. D'accord. Merci beaucoup. Alors, on a une actualité qui est très riche, comme je l'ai annoncé. Nous allons parler du sommet Afrique-France, de la réaction du PCT face au Pandora Paper. Et nous parlerons aussi des AET, après avoir vu la vidéo qui circule sur le net. Mais nous parlerons aussi de la Côte d'Ivoire avec le président Gbagbo, qui a lancé son parti politique qu'il appelle le PPA, ce qui est le parti des peuples africains, section Côte d'Ivoire. Est-ce que ça veut dire qu'il a une ambition qui dépasse la Côte d'Ivoire et qui va voir l'Afrique, qui va au-delà de la Côte d'Ivoire? Nous le verrons. Mais pour commencer, je vais donc vous poser la première question, et qui est une question qui concerne le Congo. Je pense que vous avez tous vu, le PCT est monté au créneau et le PCT critique les Pandera Papers et considère que c'est une déstabilisation envers le Congo. Quelle est votre réaction à vous? On va commencer par Monsieur Samba Diakoumi qui est résistant. Non, mais moi je crois que pour parler d'abord de Pandora Papers, la fois passée, nous en avons beaucoup scruté. Oui. Et il y a trois. Maintenant, de la réaction du PCT. Je me suis fait violence à écouter le compatriote Iloki. Oui. Et le jeune qui a parlé au nom de la section PCT, l'avancement 6 ou 7. Je crois que c'est Wendé, oui. Non. Le Wendé. Non, c'est l'arrondissement 5 Wendé. Non, oui. En réalité, je crois que notre ami Iloki, il est dans le déni de l'historicité du PCT
Et il veut ramener le monde à l'école de l'UGC où on nous disait de la propagande contre une forme d'un impérialisme, alors qu'il ne sait pas qu'au jour d'aujourd'hui, il parle d'abord de condamner. Mais comment pouvez-vous condamner ce qu'elle volait? Est-ce le volet journalistique? Est-ce le volet politique? Et est-ce que c'est le volet enfin, plutôt comme, disons, le PCT, pour moi, le PCT a tout faux. Hein. Je reviendrai tout à l'heure quand j'apporterai mes arguments, mais pour là, le PCT a tout faux. Et voilà. D'accord. Qui prend la parole, M. Gaino ou M. Mawel? Je vais laisser M. Gaino. Pourquoi? Bon, merci bien, merci, mais je voudrais tout simplement dire que ce n'est pas nouveau d'entendre les tenants de cette idéologie du PCT nier même l'évidence. Ça a toujours été comme ça. Chez eux, l'évidence n'existe pas. Aujourd'hui, ce qu'ils oublient, c'est que le monde n'est plus solitaire. Le monde a changé, puisque maintenant, il n'y a plus de secret. Même quand vous êtes vous êtes vu. Donc, quand vous allez, tout ce que l'on fait, quand vous allez mettre de l'argent dans les banques, que ce soit à l'étranger, quand vous transportez l'argent avec vous, vous êtes vu. On sait, quand vous passez entre deux bars, on voit ce que vous avez. Vous mettez les valises, on voit tout. Donc, comment voulez-vous nier aujourd'hui l'évidence? Moi, j'attends tout simplement qu'ils déposent une plainte. Voilà, ce serait mieux que de parler, que de nier les faits, qu'ils déposent une plainte. Ils avaient promis. Nous attendons qu'il y ait cette plainte-là. Moi, je ne voudrais pas commenter beaucoup là-dessus parce que c'est vraiment, si vous voulez, ce n'est pas nouveau. C'est toujours vécu. C'est le comportement qu'a eu le PCT depuis qu'il existe. Alors, on ne jamais, et ils sont aussi dirigés par quelqu'un qui aime tout démentir, qui dit toujours le contraire de ce qu'il fait, qui dit toujours le contraire de ce qu'il pense. Donc, moi, ça ne m'étonne pas. Voilà. M. Mawel? Oui, je suis complètement d'accord avec M. Gaino parce que je scrute les partis uniques de notre pays depuis 1963, particulièrement le PCT depuis 1969 et jusqu'à aujourd'hui. Et que constatons-nous? Eh bien, en fait, ils ont un schéma préétabli et ils fonctionnent toujours suivant ce schéma-là. On dit quelque chose, le PCT va mobiliser ces différentes sections et sous-sections qui vont vous dire que c'est faux. Mais, sauf que, quand ils disent ça, ça ne fonctionne qu'en interne, c'est-à-dire à l'intérieur du Congo. Ça ne fonctionne pas du tout dès qu'il y a quelque chose qui est international. Les Pandora Papers ne sont pas du tout une chose congolo-congolaise. Les Pandora Papers sont quelque chose d'international. Et donc, à ce titre-là, les protestations, les dénégations, les dénis qui sont faits à l'intérieur du Congo n'ont aucune valeur. Oui, M. Gaino, nous attendons le dépôt de plainte. Nous attendons le dépôt de plainte. M. Ndian nous a dit qu'ils ont besoin de temps. Eh bien, qu'ils prennent peut-être du temps, mais qu'ils nous fassent qu'ils déposent cette plainte et nous saurons à cet instant-là que, enfin, ils ont franchi le pas. Tant qu'ils n'auront pas franchi ce pas, je maintiens tout ce que j'ai dit jusque-là. Les Pandora Papers sont
des documents réels qui se sont retrouvés entre les mains des journalistes. Des documents réels. Donc, on ne va pas aller nous raconter des histoires. Nous ne sommes plus à l'époque où on disait « Oye, oye, soutien ». C'est fini ça. Enfin, on disait, moi je ne l'ai jamais dit. Mais autour de moi, c'est ce que j'entendais. Oye, oye, soutien, c'est fini depuis longtemps. Aujourd'hui, c'est argument contre argument. Les journalistes ont les documents, eh bien, que M. Sassou se défende face à ces documents-là. Voilà. Je pense que ce n'est pas la peine de commenter plus. Réaction de monsieur Ndian. Le PCT nie ou le PCT a raison de condamner? Écoutez, nous sommes une formation politique organisée et structurée. De la même manière que chaque personne ici sur Terre qui est... vous n'allez pas refuser au PCT le droit de se défendre. Vous n'allez pas refuser au président Denis Sassou Nguesso le droit de contester les allégations de Pandora Papers. Donc, qui vivra verra. Est-ce que ce qui a été dit par les Panama Papers hier et aujourd'hui par les Pandora Papers, c'est la vérité? Qui vivra verra. Le PCT a pris une position officielle. D'abord, et le gouvernement congolais aussi a pris une position officielle à travers Thierry Mungala, son porte-parole. Maintenant, le président de la République a deux postures. Hein. D'abord, en tant qu'individu, il a ses avocats. En tant qu'institution, le gouvernement l'a fait. Et en tant que notre candidat à nous, notre président à nous aussi, le PCT a donné sa position. Maintenant, qui vivra verra. Nous allons laisser le temps au temps. Si les révélations de Pandora Papers sont véridiques, eh bien, l'histoire nous le dira. D'accord. Monsieur Ndian, j'ai juste une question. Je l'ai vu, on l'a vu sur le net circuler. Un de nos compatriotes a posé la question suivante. Pourquoi, depuis que M. Makosso a pris le pouvoir et a été nommé, il avait promis que tout le monde allait, enfin en tout cas tous les membres du gouvernement auraient déclaré leurs biens. Les Pandora Papers mettent en lumière qu'il y a des gens qui ont des avoirs que le PCT nie. Pourquoi les hommes politiques congolais qui ont l'obligation de publier leurs avoirs ne le font pas? Pour éviter tout ce qui se passe. Vous avez parfaitement raison de poser cette question. Moi, je me dis que le gouvernement a son calendrier politique. Hein. La loi, donc, mais la loi, elle dit, c'est quand on prend le pouvoir. Il n'y a pas un calendrier propre au gouvernement. À la Constitution. Oui, il n'y a pas un calendrier qui est propre au gouvernement. Je dis ceci. Normalement, nous en avons déjà débattu sur cette antenne. Hein. S'il fallait faire les choses dans les règles de l'art, M. Belébé, chers compatriotes, chers panélistes, vous serez d'accord avec moi que normalement on devait le faire avant l'élection présidentielle, ce qui n'a pas été fait. Non, pas pour les ministres. Pas pour les ministres. Mais je me dis que chaque chose a son temps. C'est vrai que ça prend du temps. Il a fait une promesse. Attendons voir quand ça va se réaliser. Moi aussi, je suis comme vous. Hein. Je me dis, puisqu'il a fait une promesse, il a dit que les ministres vont déclarer d'ici là leur patrimoine. Laissons-lui le temps. Il va le faire. Il a son calendrier à lui. Il n'est peut-être pas pressé, c'est vrai. Nous, on est pressés. Nous sommes de l'opposition, nous sommes pressés. Mais nous, au niveau du gouvernement, moi, je pense que laissons le gouvernement le temps de se préparer en conséquence. Monsieur Ndian, je vais vous interrompre encore une fois. Oui. Ce n'est pas une promesse du Premier ministre, c'est un article de loi de la Constitution. C'est une obligation. Il n'y a pas de promesse, il n'y a pas de promesse des discours généraux du Premier ministre. C'est une obligation de la loi. Oui, mais c'est vrai, c'est une obligation de la loi. C'est pourquoi moi je disais ceci. Si ça ne dépendait que de moi, ce n'est pas maintenant qu'on devait le faire. Hein. On devait le faire avant l'élection présidentielle. D'accord. Pardon, je voudrais quand même intervenir là-dessus parce que M. Ndian dit des choses qui sont assez ahurissantes quand même. Parce qu'il dit chaque chose à son temps. Moi, je lui répondrai chaque mensonge aussi à son temps. Il ne faut pas continuer à mentir.
Quand vous avez une constitution, la loi s'impose à tous. Et lorsque vous taillez une constitution telle que la vôtre, vous devez au moins ne fût-ce que respecter les articles que tout le monde voit qui sautent aux yeux. En même temps que vous dites qu'on va déclarer, mais sur le lendemain, quand on est élu, on prend ses fonctions, on déclare ses biens, on n'attend pas 3 mois. On va attendre quoi, M. Dion? On va attendre toujours le mensonge du mensonge. Vous voyez toujours dans ce mensonge-là, vous êtes le Premier ministre, a été le premier à dire, voilà, moi je vais payer, dans 3 mois, j'aurai payé les fonctionnaires et les retraités au moins 1 mois, je le sais au moins, tous les 3 mois, je paierai au moins 1 mois. Aujourd'hui, il est là, les retraités n'ont toujours rien. Vous voyez, vous avez aussi un gouvernement qui ne vit que du mensonge, comme le chef de l'État lui-même, qui ne fait que du mensonge. Le ministre Thierry Mongala vient démentir l'évidence alors qu'au Chili, vous voyez ce qui se passe dans les autres pays pour ces dénonciations-là. Mais au Congo, on rejette ça, alors qu'ailleurs, personne ne rejette. On dit tout simplement, voilà, il y a même des démissions. Il y a des responsables qui démissionnent pour ces dénonciations. Mais chez vous, vous dites toujours le temps. On a le temps. On a le temps de mentir. On a le temps de continuer à mentir. Mais non, M. Dion. Monsieur Gaïno, excusez-moi de vous interrompre. Est-ce que le Premier ministre qui prend ses fonctions après, il vient de les prendre il y a moins d'1 an, est-ce que lui, quand il promet, il n'a pas l'état de la nation et qu'il pense pouvoir tenir ses promesses et que là, il se retrouve confronté à la réalité, comme souvent, beaucoup de promesses qui sont faites avant campagne. Et une fois en poste, ben, la réalité, c'est que vous ne pouvez pas tenir vos promesses. Monsieur Kawis. Oui. Le Premier ministre n'a pas fait campagne. Le Premier ministre était même un ancien ministre. Donc, c'est quelqu'un qui a déjà exercé le pouvoir, qui connaît le fonctionnement du pays. Mais il était à l'enseignement, il n'était pas aux finances. Mais que tu sois, mais il y a les conseils des ministres. Quand il y a les conseils des ministres, tout se discute pendant les conseils. Vous n'allez pas dire que voilà, moi je ne suis président de la République, je ne peux pas répondre. Non. Quand on est ministre, on répond à la politique du gouvernement. Et cette politique, elle est collective, elle est gérée par vous tous. Donc vous savez le budget parce qu'on l'expose lors du conseil des ministres. Donc il ne peut pas dire qu'il ne connaissait pas la situation, M. Kawis. C'est pas vrai. Il connaissait très bien la situation du pays. Donc, il ne faut pas dire ça au peuple parce que les gens vont dire non, il ne connaissait pas. Non. Quand on est ministre, lorsqu'on va au conseil des ministres, chaque ministre expose tout son projet, les plans, la gestion du pays. Le ministre ne peut pas être ignorant de la situation du pays, c'est pas possible. Ou on l'est ou on ne l'est pas. Voilà. D'accord. Monsieur Mawel, vous qui êtes dans l'opposition, si aujourd'hui vous gérez l'État, est-ce que vous avez toutes les données? Est-ce que les promesses que vous aurez faites au peuple congolais, vous pensez pouvoir les tenir et ne pas vous retrouver comme Monsieur Makosso, confronté à la réalité et ne pas pouvoir tenir des promesses que vous avez tenues avant de prendre vos fonctions? Non, ce n'est pas une histoire d'être confronté à la réalité, parce que la réalité, nous la connaissons. Nous la connaissons tous. Et d'autant plus M. Makosso Ier qu'il a été ministre dans le précédent gouvernement. On ne va pas me dire, quand je crois qu'il s'est passé 2 mois ou 3 mois, que pendant ce temps-là, il a oublié tout ce qui s'est dit au Conseil des ministres. Il connaît la réalité du pays. Et donc, si nous venons à arriver au pouvoir, eh bien, nous ferons des promesses en fonction de la situation du pays que nous connaissons. Et nous agirons. Et nous mettrons en place des plans d'action. Mais surtout, parce que cela risque d'être sous la constitution de M. Sassou de 2015, eh bien, la première des choses qu'on demandera aussi bien à celui qui sera président de la République venant de l'opposition qu'aux ministres qui viendront, c'est de déclarer leurs biens immédiatement. Vous n'allez quand même pas me dire. Moi à l'instant où je parle, je suis capable de faire ma déclaration de biens au Congo. Moi, je suis capable de faire cette déclaration. Je sais où est-ce que j'ai des biens
Je sais combien il est dans mes comptes et je suis capable de le dire sans attendre des mois et des mois. Non, qu'on ne vienne pas tromper le peuple congolais. Il y a tout simplement une volonté de mal faire, une volonté manifeste de mal agir, et c'est ce qui est en train de se passer. La Constitution est très claire. La Constitution n'est pas un texte qu'on doit relire avec des biais, avec des délais. Non, elle est là, elle est claire. Je ne l'ai pas votée. L'opposition ne l'a pas votée, cette Constitution, d'accord? Mais c'est celle qui s'applique et il appartient à ceux qui sont au gouvernement de l'appliquer immédiatement. Je voulais placer un mot, M. Belede. Monsieur Maroy, vous avez fini? Ah oui, moi j'ai fini. D'accord, monsieur Cela me met en allez-y. colère. Cela me met en colère. Moi, je crois qu'à un certain moment, il faut aller droit au but. J'ai fait exprès pour dire que rien d'étonnant et que le PCT était tout faux, parce que j'attendais premièrement d'avoir la réaction de notre panéliste Gabriel Ndion. Mais retenez une chose, je ne sais pas, peut-être nos aînés d'âge pourront me contredire. La Constitution, qui est la règle d'or de la gestion d'une république, elle n'a jamais été appliquée au Congo. En aucun cas, depuis que le sieur Sassou est venu au pouvoir, cette Constitution, quand ça l'arrange, on énonce des textes, mais dans l'application, cela n'a jamais eu lieu. Donc, ce n'est pas à nous de nous accrocher à cette Constitution. Et secondo, quand nous disons que le PCT est tout faux, je regrette que nos papas qui ont été à la base de la création de cette structure n'aient pas eu le temps vraiment de laisser un patrimoine de vérité et de patriotisme à nos amis du PCT. J'ai appris que notre panéliste Gabriel, c'est un chrétien. Mais ayons pour mémoire, est-ce que le mensonge a droit de citer dans une république où le mensonge est à bannir? Si le mensonge est à bannir, comment peut-il arriver à dire que on applique à géométrie variable la Constitution, et quand il s'agit du PCT, en un mot, voici la théorie que le PCT utilise. Je ne fais pas de la politique pour être au service de la majorité, mais c'est à la majorité d'être au service de la minorité. Et il y a un grand fossé entre la parole et les actes. Je n'ai terminé. Merci. J'aimerais réagir au propos de M. Samba Diakoumbi, s'il vous plaît. En deux temps. Monsieur Samba Diakoumbi, s'il vous plaît. Non, c'est M. Ndiaye qui parlait, M. Mawel. La constitution du pays a été respectée par M. Youlou. La constitution du pays a été respectée par M. Massamba Deba. La constitution du pays a été respectée par M. Marien Ngouabi. La constitution du pays a été respectée par M. Pascal Lissouba. Le seul qui n'a jamais respecté quelque constitution que ce soit, c'est M. Denis Sassou. C'est un débat parce que monsieur Youlou, on a quand même dit qu'il avait jonglé pour être élu comme Massamba Deba. C'était un autre débat. C'était une pression que vous avez voulu marquer. Le premier coup d'État qu'on a connu au Congo, c'est le coup d'État qu'a fait le président Youlou. Voilà. Donc, si des gens ne connaissent pas très bien l'histoire, le premier coup d'État en 1958, c'est le fait que
que Youlou a volé à jongler pour prendre le pouvoir aux mains de Jacques Opango. Qui est pratiquement la première faute politique. Je pense que ce n'est pas un débat parce que là, vous soulevez là un autre débat et Oui. ça va susciter encore des... Ce que je dis, c'est un autre débat. Restons dans le sujet. On peut rester dans le sujet, comme dit M. Gaïno. Voilà. C'était le but, rester dans le sujet. Moi, je me réfère Alors, M. Dia est en train de répondre. Moi, je me réfère deux observations. Allez-y. Une observation à mon frère, M. Samba Diakoumbi, et une autre observation à mon frère Mawel. Bien, à M. Mawel, je dirais d'abord ceci. Dans ses éléments de réponse, il a dit quelque chose en disant que, voilà, si jamais nous sommes aux affaires, en répondant à la question de M. Belébé Kayous, que si nous sommes aux affaires, nous n'allons pas faire comme le PCT. Ben, je lui dirais tout simplement qu'avant que vous ne soyez aux affaires, il faut d'abord être candidat à l'élection présidentielle. Deuxième observation. Je la ferai à M. Samba Diakoumbi. Dans les conditions normales d'une élection. Laissez-moi d'abord parler, vous allez réagir en temps et lieu, cher ami. Laissez-moi le temps de réagir. À M. Samba Diakoumbi, je dirais ceci. Je suis un chrétien, c'est vrai. Monsieur Denis Sassou, dans des conditions correctes d'élection. Est-ce que tu peux me laisser évoluer quand même, cher ami? Je dis ceci à M. Samba Diakoumbi. Il faut marquer chaque chose qui est fausse. Il faut la marquer immédiatement. Elle n'est pas fausse. La vérité est têtue. Le premier parti de l'opposition du Congo, d'organisation, premier parti de l'opposition au Congo, ne s'est pas présenté aux élections présidentielles. Exactement la même chose que ce que pourrait faire la mafia. Moi, je dis ceci. Non, M. Mawel, si vous pouvez laisser M. Dia évoluer, parce qu'il n'arrive pas. Vous êtes en train de l'interrompre. On a compris que vous n'êtes pas d'accord avec lui. Qu'il arrête. L'histoire retiendra. N'importe quoi. D'accord. L'histoire retiendra au Congo que l'élection présidentielle organisée en 2021, un grand parti de l'opposition qu'on appelle l'IPADES, ayant comme chef de file Kassim Abiala, ne s'est pas présenté, s'est abstenu. Et l'histoire retiendra qu'en 2022, là, la Constitution. L'histoire retiendra aussi que dans quelques mois, là, en 2022, eh bien, M. Mawel et ses collègues feront partie, auront bel et bien des candidats à l'élection législative. Ça, c'est une parenthèse. À M. Samba Diakoumbi, je dis ceci. Je suis un chrétien, c'est vrai. Je me répète encore, peut-être que tu m'as mal compris. Je ne sympathise pas avec le mensonge. Non, pas du tout, chers compatriotes. Je dis ceci. S'il fallait faire les choses dans les règles de l'art, il lui était mieux qu'on fasse les déclarations avant. J'attends pour les ministres, le président de la République, tous les candidats, les 8 qu'on a eu, là, les 7. Il fallait qu'ils déclarent que la loi soit appliquée à ce moment-là, puisque la Constitution était déjà votée. Hein, puis, voilà. Et il fallait, avant même l'élection présidentielle, qu'ils montrent l'exemple. Tous les 8 candidats déclarent leur patrimoine, leur revenu, leur patrimoine, et que le premier ministre qui sera mis en place déclare aussi, et à ce moment-là, à la foulée, tous les membres du gouvernement. Mais cela ne fut pas le cas. Mais comme il a 5 ans devant lui, moi je me dis, laissons-lui le temps. C'est pas conforme à la Constitution, conforme à la loi. Il l'a rappelé. Est-ce que tu te rends compte que c'est du mensonge? C'est pas du mensonge. Il l'a rappelé que on va le faire. Bon, donnons-lui le bénéfice du doute. Je sais pas. Donnons-lui le temps. Monsieur Sassou aussi n'a pas eu le temps de le faire depuis qu'il est élu. Sassou aussi n'a pas eu le temps de le faire. Il y a eu l'autre premier ministre, celui qui est parti là. Mwamba. Monsieur, comment est-ce qu'on l'appelait? Mwamba. Et lui aussi, il n'a pas eu le temps de le faire. Donc, tous vos premiers ministres, tous vos ministres n'ont jamais le temps. Et tu penses que celui-ci, il aura le temps. Le président lui-même n'a jamais eu le temps. Tous les premiers ministres, tous les ministres, anciens ou nouveaux, n'ont jamais eu le temps. Pourquoi espérer que celui-ci aura le temps? Monsieur Dion, non, soyez honnête. Dites les choses clairement, mais vous ne pouvez pas quand même dire donnons-lui le temps. Le temps pour détruire le pays, on le leur a donné et ils ont fait des preuves de destruction. Mais le temps de construire le pays,
Ce n'est pas leur temps, ce n'est pas leur préoccupation. Il faut le dire au peuple, que les gens entendent au lieu de dire ils n'ont pas le temps. Ils ont le temps de détruire, ils ont le temps de voler, ils ont le temps de piller, ils ont le temps de détruire, de faire tout ce qu'ils veulent, le mal. Mais alors, donc ce qu'ils n'ont pas, c'est le temps maintenant de déclarer ce qu'ils ont volé aux Congolais. Mais non, arrêtez quand même. D'accord. Alors, monsieur, autre question. Dans une analyse que j'ai retrouvée, que j'ai vue sur le site Zengamambo, hein, monsieur, on va citer l'article, c'est monsieur Bilombo Bitadi, Benjamin, parle d'une amélioration du budget congolais. Il essaye d'expliquer pourquoi. Le baril du pétrole, le Brent, qui est la qualité du pétrole du Congo, il frôle les 84,25 $. Et le budget de l'État a été estimé à 64. Il a été arrêté 64 $. Ce qui veut dire qu'il y a apparemment 20% de bonus qui seraient ajoutés au budget congolais. La question qu'il pose, et c'est ça que je vais vous poser aussi, c'est ça qui m'a interpellé, il pose cette question. À quoi sert dans un pays comme le Congo d'avoir un budget aussi colossal et les populations vivent dans la misère? Moi, je vais me permettre de placer en premier. Vas-y. Je regrette, je ne crois pas dans les chiffres du Congo. Je suis un économiste de formation. Je ne crois pas dans ces chiffres. Et pour preuve, pour une fois, quand on leur dit nous sommes dans une crise multidimensionnelle, multiréférentielle, asseyons-nous. On nous fait comprendre que vous êtes dans le déni de la réalité et que c'est nous les gouvernants qui connaissons la situation. Mais fin de fin, on se retrouve avec des caisses vides. Fin de fin, on se retrouve, maintenant qu'ils ont trouvé plus faux, et ils se disent non que nous avons une position dominatrice, nous allons imposer au peuple et au gouvernement et à l'élite congolaise ce que nous voulons nous, comme écrit, comme dire. Mais maintenant, quand ils arrivent sur la réalité, ils commencent à se justifier. Pour la simple raison, ces chiffres sont fomentés par des économistes bidons, par des économistes cancres, jusqu'à arriver à tromper le partenaire qui est le FMI pour avoir la condition PPTE. Comment pouvez-vous avoir confiance dans ce genre de... Le pays est mal géré, le pays pratiquement, tout est à refaire. Soyons conscients, à moins que nos amis, les gouvernants, disent qu'il y a au jour d'aujourd'hui que l'État du Congo n'est pas un chaos. Dans ce cas, nous allons parler. Mais ce qui est chiffre donné à l'officiel, moi je n'y crois pas du tout. M. Samandiakoumi, vous qui êtes économiste, le baril est à 84 $. Pourquoi les Congolais ne voient pas dans les assiettes les effets de ce prix? Si on faisait de la politique comme sacerdoce, si vraiment nos politiques, nos gouvernants se mettaient au service de la République, nous devions arriver à faire le suivi cartésien de ces chiffres. Et il y aurait dû avoir une répartition des revenus. On nous a fait comprendre que, voyez-vous, que la cause de la crise était une cause structurelle due à la baisse du prix du baril de pétrole. Nous leur disons depuis toujours, c'est que la crise est due par rapport à une malgouvernance, et c'est une crise qui était d'abord économique, sociale et politique. Comment voulez-vous arriver à tromper? Je me pose la question, que nos amis du PCT, avec les affiliés, au moins se disent,
nous avons foutu le pays plus que par terre. Que devons-nous faire? Continuer dans cette forme de jusqu'au boutisme, et à quelle fin? Voilà. Le peuple ne voit pas les revenus parce que une des raisons, c'est la malgouvernance. Le peu qui rentre est géré sur une base clanique. On a perdu M. Samba Jankoumi. On va prendre monsieur... Je crois que M. Samba Jankoumi est reparti à Brazzaville. Monsieur Belibi, Oui. et vous, chers auditeurs de Bakambi Radio, d'abord, on va commencer par faire une petite rectification. Quand le baril passe de 64 à 84, c'est une augmentation de 31%. C'est une augmentation de 31% et non pas de 20%. D'accord. Donc, c'est énorme. Seulement, il s'agit du Congo géré par Denis Sassou. Oui, moi, je parlais des 20% que eux, dans le budget, ils estiment qu'il y aurait un bonus dans leur budget. Et donc, je dis, aujourd'hui, ils sont très forts de nous dire ce genre de choses. Mais le baril est monté jusqu'à $150 pendant cette période qui va de 1997 à aujourd'hui. Il est resté en moyenne à $100. Est-ce que nous avons vu un quelconque changement au Congo? Eh bien non. On a pu aller créer des entreprises dans les îles Vierges britanniques. On a pu aller mettre de l'argent dans certaines banques comme l'ont révélé les Panama Papers, mais on n'a rien fait pour le pays. Aujourd'hui, je dis, comme M. Samba Jankoumi, les chiffres au Congo ne veulent rien dire pour moi. Moi, quand je vais à Ouézé, dans mon quartier, qu'est-ce que je constate? Eh bien, je ne constate pas du tout cette augmentation-là. Je constate que les rues qui étaient belles n'existent plus, qu'il y a de la boue, ce qui veut dire qu'on n'a pas consacré un quelconque franc CFA pour gérer simplement la cité. On ne l'a pas fait. Quand je vais dans mon quartier, je vois des cases qui s'écroulent parce qu'il y a trop d'humidité. Je parle que de mes quartiers, ceux que je connais parfaitement, ceux dont je peux parler avec détail. Et je vous dis, les 20% dont il parle, les 30% d'augmentation du baril, ne vont rien apporter au Congo, en tout cas rien aux Congolais ordinaires. On ne paiera pas du tout les salaires, on ne paiera pas du tout les retraités, on ne paiera pas du tout les bourses des étudiants, malgré cette augmentation. Et c'est là qu'il est notre problème. Et c'est là que se trouve ce qui devait interroger tout le temps M. Sassou, M. Makosso Ier et leur gouvernement, ainsi que, bien entendu, le PCT qui dirige l'État. Nous sommes dans quelque chose qui n'est pas du tout ce que l'on devait appeler un État. Nous fonctionnons comme une sorte de... je ne sais même pas comment il faut appeler. C'est peut-être Ange Deora qui avait raison en nous parlant d'obumitrie. Oui, c'est l'obumitrie, l'oligarchie bureaucrato-militaro-tribaliste qui fonctionne. Et c'est ça qui nous crée tout. C'est ça qui fait que nous sortons de tout du chemin.
qui aurait pu amener quelque chose au Congo en tant que pays et aux Congolais en tant que citoyens. Voilà. D'accord. Vous pouvez continuer. Je pense que ma remarque, c'est celle-là. D'accord. Monsieur Ndian, vous aussi, vous êtes économiste. Comment on peut expliquer cet écart? On sait qu'il y a les dettes à rembourser, on sait qu'il y a le FMI qui devait injecter de l'argent, et puis là, tout d'un coup, il y a le pétrole qui remonte. Est-ce que là, ce n'est pas une bouffée d'oxygène pour l'économie congolaise? Bien sûr que oui, c'est une bouffée d'oxygène, mais encore faut-il savoir que le fonctionnement le fonctionnement d'une nation n'est pas identique au fonctionnement d'une entreprise. Une entreprise produit, vend, l'argent rentre dans sa trésorerie. Oui. Une entreprise produit, vend, l'argent rentre tout de suite là, à l'instant T. Mais il n'est pas ainsi en ce qui concerne une nation avec le mécanisme du franc CFA que vous connaissez tous. Ça, c'est de 1. Maintenant, de 2, il faut savoir que une augmentation du prix du baril, c'est le court terme, c'est conjoncturel. Les problèmes que nous avons sont des problèmes structurels, quand même, d'une part, et d'autre part, les effets sur le niveau de vie, le bien-être de la population ne vont pas se faire ressentir tout de suite. Parce que c'est cette année-ci que ça a commencé, encore il y a quelques mois. Donc, il faut attendre un petit peu. Ensuite, il y a toujours les problèmes que nous connaissons tous, le problème de la gouvernance. Donc, le temps que les recettes du pétrole puissent avoir un impact sur le niveau de vie du Congolais lambda, bon, faut donner un peu de temps quand même. À ce que le gouvernement puisse récolter ces recettes-là. Vous connaissez bien comment ça se passe. Nous sommes dans le cadre du fonctionnement de cette monnaie qu'on appelle le franc CFA que vous connaissez bien. 60 à 70% pratiquement des réserves sont retenues ici en France au Trésor public français. 30-40% sont reversés à notre État. Avec la situation économique et financière que nous avons, les impératifs des salaires à payer, des retraités à payer, etc., etc. Donc, je ne pense pas que immédiatement que le ménage puisse sentir dans sa gibecière, le ménage puisse sentir vraiment dans son salaire une amélioration de son niveau de vie. Il faut attendre un tout petit peu. Monsieur Gaïno, il faut attendre que les Congolais attendent. Les Congolais, ils vont attendre quoi? Ils n'attendent rien, ils le savent. Que les Congolais le savent. Donc, bon, encore que M. Ndion, je regrette, il persiste sur le mot attendre. C'est devenu pour lui un credo qu'il récite tous les jours que les Congolais doivent attendre. Non, vous savez, il y a quelques années, le Congo, par l'intermédiaire de M. Sassou, est allé construire une école primaire en Chine. Pendant qu'au Congo, on n'a pas d'école. L'école vraiment appelée telle que cela se passe, bien sûr. Bon, il y a en 2008... Vous n'êtes pas au courant, M. Velébé? C'est pas moi qui ai répondu, monsieur, c'est M. Ndion qui a... Non, c'est M. Ndion. On ne pas d'école. Il s'étonne. Bon, en 2008... En 2008, M. Sassou a fait un don, je crois, si je ne me trompe pas, d'1 million d'euros à la Chine après un tremblement de terre. Pendant ce temps, les Congolais, les enfants des Congolais meurent partout de faim. Les étudiants n'ont pas de bourse, les travailleurs retraités ne sont plus payés, mais il a de l'argent pour faire des dons en Chine. Quand il ne fait pas des dons, il se balade partout. Et quand il ne se balade pas, il prend l'argent du Congo, il met dans les paradis fiscaux. Vous voyez déjà, là où M. Ndion, il faut attendre, oui. Donc, le prix du baril du dollar peut monter même jusqu'à 200. Vous pouvez donner l'argent du monde entier à M. Sassou Nguesso. Le peuple congolais n'aura rien parce que ce monsieur-là, il est anti-peuple. Il est contre le peuple. Le FMI lui recommandait de diversifier l'économie. Mais regardez, depuis 40 ans que M. Sassou est au pouvoir, qu'est-ce qu'il a construit pour le peuple congolais? Quand il va partir, il va laisser quoi? Rien du tout. Que les maisons qui poussent, vous allez à Brazzaville, vous avez les voleurs qui construisent partout, mais de façon anarchique. Vous avez des maisons à étage, allez à Wenzé, vous allez voir les maisons à étage qui montent, alors que ceux qui construisent ces maisons-là n'ont même pas une petite structure économique. Ce sont des fonctionnaires de l'État.
Où trouve-t-il autant d'argent pendant que les autres sont en train de souffrir, pendant que dans les hôpitaux, il n'y a rien? C'est tout simplement ce détournement. Donc, le peuple congolais, tant que M. Sassou sera là, il va subir ce martyre. Ce peuple congolais-là n'attend rien, M. Diop. Le peuple congolais le sait depuis très longtemps qu'il n'y a rien à attendre de ce monsieur-là. Il reste là parce qu'il a des armes. Il reste là parce qu'il tue. Mais vous n'êtes pas majoritaire, M. Diop. Vous êtes une infime minorité, négligeable. Vous ne pouvez même pas remplir un quartier de Wendel. Si on allait aux élections aujourd'hui, dans les élections législatives ou bien présidentielles, M. Sassou ne peut même pas faire 2%. Donc vous n'êtes pas majoritaire. M. Sassou vit là parce qu'il menace par les armes. Il terrorise son peuple. Donc le peuple n'a rien à attendre. Et ça, il faut pas, on n'a pas besoin d'être économiste pour le dire. On le sait. Donc, vous voyez... on peut vous répondre quand même. Qu'est-ce que tu vas dire encore des mensonges? Vous êtes habitués, allez-y. Laissez-le répondre. Les auditeurs. Il a bien dit qu'il n'était pas dans le mensonge, il était dans... Monsieur Gaïno. Monsieur Gaïno. Oui. Monsieur Gaïno, tu sais, quand on n'est pas aux affaires, quand on est dans l'opposition qui ne dit pas son nom, c'est facile de critiquer. Tu sais très bien que la critique, elle est aisée, mais la construction, elle est d'art. Mais je dis ceci, il faut quand même que les auditeurs de Bakambi Radio sachent que au Congo, il n'en fut pas ainsi. Attention, quand vous ramenez les choses, il a 40 ans depuis qu'il est au pouvoir, il n'a rien fait. Ce n'est pas vrai. La crise que nous vivons aujourd'hui, c'est pas une crise qui existe depuis 40 ans, pas du tout. Le Congo a connu des périodes bien. Le Congo a connu des périodes où on était même en excédent de budgétaire. Le Congo a connu même des périodes... Le peuple avait quoi? D'autres pays d'Afrique. Nous étions des pays d'Afrique. Maintenant, en ce qui concerne les dons, soyons sérieux, monsieur Zino. Quel pays dans ce monde, malgré ses difficultés financières, n'a jamais donné un don par-ci, par-là, suite à des calamités, suite à des événements particuliers qui peuvent arriver nous-mêmes, le Congo? Quand nous étions affligés, quand nous avions eu des problèmes, d'autres pays nous ont donné des dons. Il est tout à fait normal aussi que l'État congolais, le gouvernement congolais, ces pays-là payent les fonctionnaires, ces pays-là payent les retraités, ces pays-là payent les bourses. Ce n'est pas le cas du Congo. Monsieur Ndiaye. À dire aux auditeurs de Bakambi que jusqu'à l'arrivée de cette crise-là, le Congo n'était pas dans cette situation. Les fonctionnaires étaient bien payés, les étudiants étaient payés, les retraités étaient payés. Mais depuis la crise en 2014, la situation est devenue difficile. Ça, c'est vrai. Et que le gouvernement est en train de faire des efforts. Même si les efforts ne sont pas suffisants, je le reconnais. Même si les efforts ne sont pas suffisants, mais il ne faut pas dire aux auditeurs de Bakambi que le Congo a toujours été comme ça. Non, pas du tout. Le Congo n'a jamais été comme ça. Maintenant, quant à la minorité, vous avez utilisé le mot « nous sommes minoritaires ». Soyons sérieux. Le Parti congolais du travail, comme vous le savez très bien, c'est le parti majoritaire au Congo. Le Parti congolais du travail, c'est le parti le plus géographiquement implanté au Congo. On dehors peut-être de 2 ou 3 partis qui le sont aussi. Je pense à l'UPADES, je pense au Club 2002 Pur ou au MCDI, excusez-moi, 2-3 partis qui sont représentatifs, comme le PCT, mais les autres partis ne sont pas représentatifs. Donc, tu ne peux pas dire qu'ils sont minoritaires. Ça, c'est archi faux. Le parti qui est majoritaire, qui est implanté dans tous nos départements, tous nos départements, c'est bien le PCT. Et que ce soit dans les institutions du PCT du pays, au niveau du gouvernement, au niveau du Parlement, dans ces 2 chambres, la haute et la basse, au niveau du Sénat et de l'Assemblée nationale, vous voyez bien que les membres du parti qu'on les travaille majoritaire. Dans les institutions de la République... Si vous pouvez conclure, monsieur, sur ce sujet, si vous pouviez finir votre pensée. Monsieur, vous ne voulez pas nous dire des contre-vérités. Ça, c'est connu, ça. Mais c'est normal, vous êtes dans l'opposition, c'est tout à fait normal. Monsieur Samana, combien est-ce que vous êtes là toujours? Non, mais moi, sincèrement, c'est que quand où on est vraiment, on a fait quand même un parcours au minima de l'instruction intellectuelle. Et mon cher ami Patrick Gabriel ait au moins la sincérité de reconnaître que les fondamentaux sur lesquels vous vous appuyez, c'est le mensonge. Monsieur Samana Kombi,
vous êtes résistant, monsieur Patrick Gabriel fait de la politique. Est-ce que vous pensez que la politique, c'est un art de pouvoir habiller les choses? Il fait la suite de Thierry Mongala. Oui, non, mais c'est quand même... Non, on va retirer ça. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est plutôt... C'est ça la politique, c'est de défendre son camp, non pas dans le mensonge, mais de pouvoir défendre son camp avec des arguments, et vous apporterez des contre-arguments plutôt que de qualifier ces arguments de mensonge. Même si pour vous, c'est du mensonge. Non. Ce que moi, aussi loin que je peux me rappeler de Patrick, c'est quelqu'un qui a quand même vécu en Roumanie. Mais même au Congo, la vérité n'appartient à personne. Même au Congo, les gens qui disent la vérité, qui disent ce qu'ils pensent être leur vérité. Donc c'est parce qu'on a vécu à l'étranger qu'on a plus la vérité que les autres. C'est pour ça que nous, on n'était pas habitués à venir la vérité, on ne se bagarre pas pour la démontrer. La vérité se boit comme de l'eau de source. Mais quand l'eau, vous consommez l'eau, elle vous donne de la diarrhée. Vous consommez l'eau, vous voyez une dépravation des mœurs. Tous les jours qui passent au Congo, il n'y a que des situations à abracadabrantes. Comment pouvez-vous être fier des résultats de cette gouvernance-là? Je pose une question à Patrick. Là où le Congo se retrouve, quel est l'état du Congo et comment allons-nous en sortir de là? Ça, c'est une très bonne question, M. Somba Diakoumbi. Je n'ai jamais, ni intellectuellement, ni politiquement, nié la situation difficile sur le plan économique, sur le plan financier, dans laquelle le Congo se trouve. Deuxièmement, M. Samba Diakoumbi, je n'ai jamais, à aucune émission, ni à la télé, ni à la radio, nié la part de responsabilité historique du PCT dans la gouvernance et dans la gestion de la gestion économique, la gestion politique du pays. Je n'ai jamais du tout. Et je veux au Congo, je reviens. Je le dis, et dans les milieux autorisés, et à la radio, et à la télé. Je prends toujours la part de responsabilité du PCT, que nous sommes aux affaires depuis 40 ans, comme vous le dites. Et donc, si ça marche, c'est nous. Si ça ne marche pas, effectivement, c'est nous aussi. C'est malhonnête. Alors concrètement, est-ce que le pays marche? Non. Est-ce que le pays marche? Aujourd'hui, au moment où nous parlons... Est-ce qu'on peut laisser à M. Ebelebe les questions et à vous de répondre, s'il vous plaît? Le débat n'est pas entre deux personnes, même s'il y a des précisions. Je dis à M. Samba Diakoumbi, les yeux dans les yeux, c'est M. Samba Diakoumbi qu'aujourd'hui, au moment où nous parlons, la situation économique et financière du pays est mauvaise, est au plus bas. C'est vrai, mais les efforts sont faits par le gouvernement pour que... Ne pas les efforts. Comme vous reconnaissez que le Congo est dans une merde, donnons la parole maintenant à Ebelebe de continuer parce que là, c'est le même système que vous avez voulu imposer à Brazzaville, au Congo, que nous y sommes, nous y restons, que vous le voulez ou pas, nous y sommes revenus par les armes, nous avons triché pour rester là, et nous n'allons pas partir. Non, ça c'est un refrain vieux comme le monde, connu de tout le monde, et vous revenez toujours là-dessus, que le président Obi s'est venu par les armes. D'accord, nous allons avancer sur le débat. Excusez-moi, je vais reprendre la parole. Nous allons avancer dans le débat. On a fini sur le Congo. On va finir sur une question. Est-ce que M. Mawel, vous vouliez ajouter quelque chose sur ce sujet particulièrement, vous et M. Gaïno, ou on peut passer à la question suivante? On passe à la question suivante. D'accord. Alors, question suivante. Moi, j'aurais une question. Je sais que M. Gaïno ne voulait pas qu'on en parle. Monsieur Belébé. Oui, M. Mawel. Monsieur Belébé, vous savez très bien que sur cette question-là, nous ne trouverons aucun consensus. Tout à fait. Le pays, il est à plat. Bon, pour vous, il est à plat. Pour le PCT, le pays avance. Tant bien que mal. Alors, on va avancer sur notre question. Voilà. Il y a de la part d'un Congolais sur le net, que je veux citer, M. Mabile Bono, qui nous a parlé des lobbies qui gèrent le Congo. Et parmi les lobbies qu'il cite, il parle de la franc-maçonnerie, des religions rosicruciennes, et il a fait allusion
OAET, qui sont donc les anciens enfants de troupes qui auraient fait l'école de cadet. Selon lui, les anciens enfants de troupes forment aussi un lobby et ils sont présents dans l'ensemble de la sphère politique, économique et sociale du Congo et personne ne peut nous dire qui sont-ils. Alors M. Mabile-Mono lance un appel aux AET pour leur dire qu'il est inadmissible qu'un général comme le général Mokoko, dont on a vu l'image dans la cellule et qui nous rappelle un peu celle de Mandela, et qui est quand même triste pour un pays qui se veut modèle de la liberté et de tolérance, où on voit un général d'armée emprisonné et qui se retrouve à écrire à même pratiquement le sol ou sur ses pieds. Et Mabile Mono fait appel et il dit aux AET, qui sont ces AET dont il se vante, qui sont censés défendre le droit au Congo, ou comme en Guinée, ou plutôt en Guinée, quoi, oui, M. Doumbouya s'est levé pour pouvoir chasser du pouvoir M. Alpha Condé. C'est qui ces AET? Qui sont les AET? Monsieur Bélébé. Oui, Monsieur Bélébé, oui. Les AET, on sait ce que c'est. Ce sont les anciens enfants de troupe, c'est-à-dire ceux qui sont passés par l'école Générale Leclerc. D'accord. Les cadets de la Révolution. L'école des cadets. L'école Générale Leclerc, elle a été créée en tant que Générale Leclerc. Elle s'appelle encore aujourd'hui Générale Leclerc. Pendant la période où les amis de M. Ndion étaient strictement dominants, ça a changé de nom, mais à la création en 1946, c'est l'école préparatoire Générale Leclerc. Et à la date d'aujourd'hui, c'est toujours l'école préparatoire militaire Générale Leclerc. D'accord. Donc, les anciens, qu'ils aient terminé leur cycle ou qu'ils n'aient pas terminé leur cycle, ils s'appellent entre eux anciens enfants de troupe. AET. Donc, nous savons ce que c'est les enfants de troupe. Mais ce qui dérange, c'est la présentation de M. Mabile-Mono qui, à mon avis, n'est pas, il n'y a pas la justesse, il n'y a pas la droiture que l'on pourrait attendre de quelqu'un de rigoureux. Car lui se réclame d'être rigoureux. Hein. Oui, c'est ce qu'il dit, oui. Mais sauf que dans sa parole, il ne l'est pas. Sauf que dans sa présentation, il accuse X, Y ou Z. Tout à fait. Hein, on a entendu des noms. Qu'il soit contre Sassou, pourquoi pas? Qu'il soit contre Okemba, pourquoi pas? Mais qu'il dénonce de cette façon-là ses anciens camarades de classe, qu'ils aient été de la même promotion ou pas de la même promotion, là, il y a quand même une dérive. Pour vous, là, il manque à son devoir de réserve. Mais, écoutez, est-ce que vous avez souvent entendu parler les gens de l'ENA? Est-ce que les gens de l'ENA se tirent dessus les uns les autres? Est-ce que les gens de Normal Sup se tirent les uns sur les autres? Est-ce que les gens de l'école polytechnique se tirent les uns sur les autres? Je peux continuer comme ça sur toutes les autres écoles. Peut-être pas, mais ils sont très critiqués et on leur reproche de tenir le pouvoir. Et d'ailleurs, le président Macron a décidé de fermer l'ENA. Il a décidé de fermer l'ENA. Lui, c'est un ENA. Oui. Il sort de l'ENA, lui aussi. Hein. Oui. Il ferme l'ENA. Parce qu'il voit, il voit la dérive. Lui, c'est pas ça, c'est pas la raison. Comment dire, la notion de lobby dont parle Mabile-Mono, elle existe dans toutes les écoles qui existent dans les systèmes de type français. D'accord. Hein? Oui. Ça existe. Je ne parle pas des autres systèmes parce que je ne les connais pas. Moi, je sors d'une autre école aussi où nous communiquons entre nous à tout moment. J'ai la liste des anciens et des nouveaux de mon école. Hein, je les ai toujours.
Mais quand il y a possibilité d'épauler quelqu'un, on l'épaule. Mais je n'ai pas encore vu là où on a fait l'inverse. C'est-à-dire matraquer quelqu'un. Et c'est ce que fait M. Mabile Mono. D'accord. Mais dans le fond de ce qu'il dit, quand il dit que M. Moukoko est un ancien AET et qu'il considère que les AET ont aussi, on ne va pas dire qu'il appelle au soulèvement, mais quand même ils ont un devoir de rappeler qui il est pour au moins que son honneur ne soit pas mis aussi bas qu'elle l'est aujourd'hui. D'après lui, hein. Est-ce que là il a tort? Je pense qu'il a tort parce que ce qu'il dit ne doit pas être propre aux AET, mais doit être propre aux Congolais. On doit défendre l'honneur de tous les Congolais et pas seulement l'honneur des AET. D'accord. On ne doit pas se défendre seulement l'honneur des AET, on doit défendre l'honneur de tous les Congolais. Et d'ailleurs, s'il y a lieu de défendre M. Moukoko, cela n'appartient pas aux seuls AET, mais à tous ceux qui pensent que cet homme, il est maltraité. D'accord. On va laisser les autres aussi parler si vous pouviez juste. D'accord. Votre mot, vous vouliez dire autre chose? Ou je passe la parole aux autres? Moi, je n'ai jamais été un soutien politique de M. Moukoko. Mais j'exige que, même dans sa prison, il puisse avoir un traitement correct. D'accord. Monsieur Gaïno, vous vouliez réagir sur ce que disait monsieur, ce qu'on a dit, ce qu'a dit monsieur Mabile Bono, en appelant les AET à plus de, entre guillemets, lui, il appelle ça de la grandeur. Oui, mais comme venait de dire M. Mawel sur le comportement de Mabile Mono, il faut savoir que ce qui se passe au Congo, c'est justement parce que les fameux anciens enfants de troupes n'ont rien fait pour qu'une armée soit véritablement républicaine. Si on avait une armée républicaine qui se voue à sa charge, à ses responsabilités, on n'en serait pas arrivé là, ces missions, on n'en serait pas arrivé là. Donc, il faut savoir que l'armée doit jouer aussi un rôle dans le cadre de la protection des citoyens, surtout quand le pays est très mal géré. Regardez ce qui se passe dans les autres pays. On n'a pas besoin de rassembler, je ne sais pas, anciens de quoi, de ceci, de cela, ou d'avoir été, c'est plutôt le courage qui sauve. Je ne défends pas M. Moukoko, comme a dit M. Mawel, c'est vrai. Il y a aujourd'hui au Congo une maltraitance des prisonniers politiques que j'appelle les otages de M. Sassou. Et pourtant, quand vous lisez sa constitution, il est interdit, il y a un article qui interdit justement cette brimade-là, cette torture. Mais ça, d'une façon, on peut torturer quelqu'un physiquement, moralement. M. Moukoko est en train de subir une torture. Donc, ce qui va contre la constitution de M. Sassou. Et c'est pour ça que tout à l'heure, M. Diankoumi disait que Sassou n'a jamais respecté sa constitution. Ça, c'est vrai. Personne ne peut vraiment le démentir. Et ça se voit à tous les points. Donc, pour revenir à ces déclarations, ce que je regrette justement, c'est que depuis que M. Moukoko est arrêté, on n'a pas vu cet esprit de solidarité déjà entre les gens du même corps. On n'a pas vu cet esprit-là. C'est bien beau de pleurer, c'est bien beau de dire, mais non, il faut défendre. Aujourd'hui, ils doivent défendre aussi l'honneur de ce général, qu'ils doivent aussi défendre l'honneur des citoyens qui sont otages d'un président de la République, qui n'ont rien fait, mais qui sont faussement accusés, jetés en prison, torturés, certains y ont trouvé la mort. Mais ça aussi, c'est quand même inquiet de voir des citoyens, des intellectuels congolais, qu'on arrête tout simplement parce qu'ils s'opposent à une politique d'échec, à la destruction de la nation. Ils ont arrêté, jetés en prison, tués, et l'armée là. Et puis après, bon, on se met à écrire. Vous savez, tout le monde sait écrire. Hein?
on peut dire tout ce qu'on veut. Mais on voit ces gens-là qui courent derrière, je ne sais pas moi, le pouvoir, qui ont couru derrière le pouvoir. Donc, il faut quand même qu'ils se réfèrent aussi à leur propre histoire, qu'ils reconnaissent quand même que l'armée congolaise est aux abois, comme le pays l'est. Et il n'y a pas d'esprit de corps, il n'y a même pas comment dirais-je, des militaires au Congo, ce sont des civils habillés. Parce que regardez ce qui se passe dans d'autres pays. C'est l'armée qui défend le pays. Mais dans tous les cas, moi je dis le Congo, il est confisqué. Où est l'armée? On a vu le général Ngolondele venir ici, crier à Diak, voilà, le Congo est détruit, le Congo est ceci, cela. Bon, mais nous les civils, on l'a suivi, on dit, bon tiens, comme lui, c'est quelqu'un qui était proche de M. Sassou. C'est un militaire, un général. On peut donc avoir l'armée qui va le suivre. On n'a vu personne le suivre. D'accord, on va laisser les autres intervenir, M. Gaïno. Voilà, donc j'arrête là pour dire que M. Sassou est libre de faire ce qu'il veut de ses otages et ce n'est pas ces fameux AET qui iront libérer les otages. Ils n'ont pas le culot, ils n'ont pas la capacité. Merci. Monsieur Ndion, pour vous, quand M. Mabile Bono il parle, il est dans la polémique, il est dans, comme dit M. Mawen, il sort de son rang de réserve à la fois d'officier et de AET et qu'il est en train de emmener le Congo sur un terrain qui est assez dangereux. Je pense que M. Mabile Mono Benjamin est en train de surfer sur un sujet d'actualité qui est l'emprisonnement du général Jean-Marie Michel Mokoko d'une part, et d'autre part, c'est un terrain extrêmement dangereux. Il est connu que dans tous les pays du monde entier, il y a des grandes écoles. Chacun de nous est ressortissant d'une grande école, d'une grande académie, et les lobbies existent partout, dans tous les pays du monde. Je ne connais pas un seul pays où il n'y a pas de lobby. Je ne connais pas un seul pays où les anciens d'une grande école, d'une grande faculté, d'un grand institut, d'une grande académie, ne constituent pas une famille. Non. Moi, je suis ressortissant de l'Académie des sciences économiques de Bucarest. Nous avons une grande famille roumaine, l'école roumaine, les médecins, les économistes, les juristes. En France, ici, moi, j'ai créé même une association, la SOCREF, Association européenne des anciens étudiants congolais de Roumanie en France. À l'intérieur, il n'y a pas que des Congolais. Tout Africain qui était en Roumanie, qui se reconnaît de la grande école roumaine, est membre de cette association-là. Nous avons des Aïrois, des Gabonais, des Camerounais dedans. On est plus de 150 personnes. Bref, mais nous nous reconnaissons en tant qu'école de la Roumanie. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est pas un problème en tant que tel. Que les religieux chrétiens, que les francs-maçons se ressemblent, que les chrétiens ce n'est pas un problème en tant que tel. Le problème, c'est que quand il faut, c'est bien beau comme l'a dit Gaïno, écrire, tout le monde sait écrire, parler, tout le monde sait parler, mais comme on dit en lingala, totika maloba moke, tokene misala mingi. C'est-à-dire qu'on pose des actes. Des actes. Si on pose des actes, moi je suis d'accord. Or, quel acte il a posé, M. Benjamin Mabile Mono, en tant qu'ancien AET? Maintenant, de deux, M. Gaïno a dit quelque chose qui est passé comme ça inaperçu, et moi je ne suis pas d'accord avec lui. Au Congo, M. Gaïno, sauf votre respect, nous avons une armée, s'il te plaît. Nous avons une armée bien organisée, bien structurée, avec tous les corps, parmi lesquels ce que vous citez là, l'AET là. Une grande école qui forme vraiment très bien. Maintenant, ce que vous parlez, je pense, vous faites allusion à l'efficacité peut-être de cette armée, à la qualité de ses dirigeants, de ses officiers, à l'armement, au matériel, à la logistique peut-être de cette armée. Ça, c'est un autre problème. Mais ne mettez pas en cause, chers compatriotes, M. Gaïno, l'existence même, l'organisation même, le fonctionnement même de cette armée. Maintenant, pour revenir sur l'AET, écoutez, je dirais de bonne guerre. C'est normal que moi, aujourd'hui, si j'entends, je l'ai déjà fait d'ailleurs, des amis à moi qui relèvent de mon école, de la Roumanie, qui sont en prison, ou bien qui sont dans des situations difficiles, moi je cours, je cite pas des noms des gens, je l'ai déjà fait ici en France.
dès qu'un des nôtres est, voilà. Donc voilà pourquoi je disais que Mabilema, ça serait bien qu'il pose des actes au lieu de parler. Merci. Monsieur Samuel Yankoumi, on ne vous a pas entendu sur ce sujet. AET, c'est-à-dire, sous d'autres cieux, le silence aurait valu. Mais malheureusement, la réalité oblige. Le terrain sur lequel voudrait amener notre compatriote bienvenu, c'est un terrain glissant qui risquera encore de mener plus de conséquences. Je repartirai dans le passé. Les fondamentaux, c'était d'abord le choix des métiers des armes. Il y a eu des gens qui ont formé l'armée coloniale, qui sont revenus au Congo, et le colonialiste ou le colon avait programmé donc créer cette école-là qui devait faire partie de l'entité qu'on appelait République. Mais ceux qui y rentraient, c'était d'abord des moineaux. C'est pour ça qu'on appelait ça l'école préparatoire. Et il y a eu cette forme, comme toute institution, il y a eu cette forme de se croire meilleur que les autres, qu'à cela ne tienne. Mais ce mauvais placement de se dire supérieur aux autres a commencé à poser problème. Quel était le rôle de l'armée à l'indépendance? Je vous conseillerais d'aller écouter le premier chef d'état-major, le colonel Moussa Bakani, dans son allocution au niveau de la Conférence nationale, où il a résumé. Fort malheureusement, dans l'évolution de cette institution, ils ont appelé ceux qui n'étaient pas passés par eux, par des Mamadou. Et il y a eu une frustration au niveau de ceux-là. Et cette frustration a fait de telle sorte que eux, ils se sont dit que vous nous traitez de Mamadou, mais nous allons tout faire pour renverser la vapeur. Et c'est là où vous allez voir le problème qu'il y a au jour d'aujourd'hui, tel qu'il amène, il vous nous amener sur un terrain de repli identitaire, de repli sociétal. Or, la République a besoin d'une complémentarité, d'une convergence, d'une dynamique de convergence vers les points communs pour voir comment nous allons sortir. Donc, cette affaire-là ne concerne pas uniquement les AET. Je vais encore prendre à témoin Patrick Ndion. Il y a eu des interviews où il disait que le général était dans un non, c'était plutôt Thierry Mongala, que les conditions d'emprisonnement du général étaient des conditions normales. Et nous qui avons des informations qui sortent sous le manteau, on voit bien qu'entre-temps, ces conditions de vie au sorti de la Turquie étaient nettement meilleures. Et quand on vient le voir là, ces premières conditions en sont la volonté manifeste d'un Mamadou pour damer le pion à un AET. Et c'est là où le bas blesse. Retenons une chose, que cette volonté de toutefois vivre sous forme de repli identitaire ne va pas construire ce pays. Cette volonté va juste détruire de plus belle ce pays. Je recommanderais à Bienvenue de rectifier son langage, parce que ce langage-là, c'est un langage de discorde et non de rassemblement. Merci. Je suis d'accord avec M. Samba Diakoubi à 100%. C'est un langage qui entraîne, c'est un langage qui n'est pas fédérateur.
le langage de Benjamin. C'est un langage qui divise. C'est un langage séparatiste. C'est pas un langage Or, on a besoin d'une convergence. Tout à fait. On peut défendre les intérêts, on peut vouloir défendre ce que... moi, le premier, hein, moi j'ai toujours dit, hein, bon, bien sûr, mon point de vue, M. Samba Diakouta peut-être ne sera pas d'accord avec moi. Moi, j'ai toujours dit que les avocats de Jean-Marie Michel Moukoko fassent la procédure normale de demande d'une grâce présidentielle. C'est tout. Mais, Patrick, quand je te dis qu'un Mamadou veut damer le pion à un AET, l'orgueil humain peut faire de telle sorte que l'AET n'accepte pas que le Mamadou puisse lui donner des ordres. Oui, là, je comprends. Monsieur Samba Diakouta, pour vous, le Mamadou, vous le définissez comme quelqu'un qui n'est pas à la hauteur? Non. Je crois que ce n'est pas M. Samba Diakouta qui le définit. Hein. Ce sont les AET qui définissent comme Mamadou tous ceux qui ne sont pas passés par leur école. Mais qui sont rentrés dans l'armée, c'est ça? Voilà, c'est ça. J'ai dit ceci. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, nous avons eu les anciens colons ou les anciens appelés ou les militaires qui sont rentrés au Congo. Anciens combattants, comme on dit. Et les anciens combattants. C'était la première. Et après, il y a eu un moment, l'armée coloniale avait besoin des hommes pour aller faire des opérations militaires. À l'époque, il n'y avait pas d'école de cadets. Donc, tous étaient des militaires qui, pour des raisons X ou Y, avaient choisi le métier des armes. Fut un temps, comprenant l'évolution de la démographie, le colon avait pensé créer une école préparatoire qu'on appelait l'école générale Leclerc. Oui, ça vous l'avez dit, on a compris. Oui, et ce sont les enfants, les très jeunes qui passaient par là. Et ces jeunes, quand ils sont arrivés, ils se sont donné le nom de DET. Or, la première voie de recrutement des hommes pour faire le métier des armes, cette voie avait continué. Les autres, les gens se sont considérés comme des supérieurs et les autres ont été considérés comme des inférieurs. Et ça a créé une discorde, une frustration. Ouais. Une frustration. Et cette frustration-là, elle est l'un des pieds d'achoppement dans lequel le Congo vit jusqu'au jour d'aujourd'hui. D'accord. Alors, monsieur Mawel, quand on observe aujourd'hui le Congo, et comme vous dites que c'est tous les Congolais qui doivent être concernés, est-ce que la cellule, pour ceux qui connaissent, nous ne connaissons pas, la cellule que l'on voit en photo, elle n'est pas, comme dirait, je ne sais plus qui l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas ce que disait le ministre Mongala, c'est standard à tous les prisonniers politiques. Ou tous les prisonniers tout simplement. Pourquoi il y aurait un traitement de faveur pour le général Moukoko si eux le considèrent comme un prisonnier? Au Congo, les notions de normes et de standards n'existent pas. Moi, j'ai été visiter certaines prisons ici en France. Vous entrez dans la cellule, il y a une table, une télé, il y a une télé, il y a un bon lit, hein, et vous vous dites que l'on peut, bien sûr qu'on est enfermé, mais si on a envie d'écrire, par exemple, on va se mettre sur la table et on écrira. Si on a l'envie de s'informer, on regardera la télé, même s'il n'y a que les 5 chaînes, s'il n'y a que les chaînes libres. On va les regarder. Et il se trouve que chez nous, ce n'est pas du tout cela. On a le prisonnier que l'on a connu dans les années avant ma naissance. C'est-à-dire un carré dans lequel on a mis une personne, on lui a mis une petite natte quelque part et il se débrouille. Voilà ce que c'est la prison au Congo.
Je ne fais même pas la distinction entre le prisonnier politique et les autres prisonniers. Non, il y a un inconfort dans ces prisons-là qui est tel que prisonnier politique ou prisonnier de droit civil, on est mal à l'aise. On est mal à l'aise. Et quand on nous dit que Monsieur Mokoko va faire 20 ans là-dedans, mais c'est normal qu'il tombe régulièrement malade. C'est normal qu'il tombe régulièrement malade dans ces conditions-là. Nous avons vu la santé de Monsieur Nsuru, comment dire, se déprécier de jour en jour, parce qu'il vivait dans ces conditions-là. Les prisons au Congo, eh ben, c'est des endroits dans lesquels on va parquer des sous-hommes, je veux dire, considérés par le pouvoir comme des sous-hommes. Et ça a été toujours comme ça depuis très longtemps. Ça a été toujours comme ça depuis très longtemps. D'accord. Voilà. D'accord. Monsieur Gaïno? Ben, écoute, je pense qu'on a tout dit là-dessus. On ne va pas revenir là. Tout simplement, je dirais un seul mot, c'est que c'est vraiment inhumain de vouloir traiter les autres comme ça, tout simplement pour un délit d'opinion. Moi, je pense que la vie humaine mérite un respect. Et quel que soit ce que vous avez commis, qu'on vous enferme, c'est compréhensible. C'est la loi parfois qui l'autorise. Mais au moins qu'on vous enferme dans les conditions où vous pouvez quand même au moins vivre une certaine vie, mener une certaine vie. Mais pas dans les conditions que l'on trouve au Congo. C'est vraiment lamentable. Mais ça montre l'état d'esprit de ces responsables-là, que nous appelons des responsables, mais que moi je n'appelle pas des responsables puisqu'ils ne le sont pas. Voilà tout simplement ce que je peux dire par rapport à cette situation des prisonniers politiques au Congo. Et même d'ailleurs, on peut aller plus loin. Vous voyez l'état des prisonniers politiques, mais allez dans les hôpitaux, allez dans les écoles. Vous aurez pitié de voir des enfants assis à même le sol. Ça fait pitié, ça aussi. Quand vous allez à l'hôpital, vous trouvez des malades qui sont dans un même lit, ou dans des conditions où il y a des moustiques, il n'y a pas de moustiquaires. Ou bien les malades sont, on les amène du premier étage au troisième sur le dos. Mais, vous ne pouvez pas vous étonner que le général Mokoko et les prisonniers soient traités de cette manière-là. Je crois que le cas est général. Vous voyez, donc la situation du Congo, elle est déplorable. D'accord. Monsieur, il nous reste plus que 7 minutes, donc je vais vous décevoir encore une fois. Nous allons traiter du dossier du sommet Afrique-France et de la Côte d'Ivoire ce vendredi. Nous allons le remettre pour le vendredi pour que ça soit nos thèmes principaux. Je vous rappelle qu'en fin du mois, nous avons un thème principal qui sera le tribalisme avec la montée, ou plutôt je dirais le tribalisme comparé au racisme avec M. Zemmour qui se présente à l'élection présidentielle. Donc ça sera pour le dimanche. Il s'est déclaré? Pas encore déclaré, mais en tout cas, tous les signes, non pas encore, mais tous les signes montrent qu'il sera candidat. Et donc, mais nous, il ne s'est pas encore déclaré. Pas encore. Mais nous parlerons de ce phénomène Zemmour et nous parlerons de la lumière alors qu'il n'est pas encore candidat. Voilà, nous parlerons du phénomène Zemmour et du tribalisme au Congo. Alors pour conclure, messieurs, chacun d'entre vous, ne parlez pas du sommet France-Afrique, je sais que vous aurez voulu qu'on débatte, ne parlez pas de Laurent Gbagbo, mais dites-moi ce que vous auriez aimé dire aujourd'hui dont on n'a pas parlé. Ebelebe, dis-moi, pourquoi tu fais la relation entre le tribalisme au Congo et Éric Zemmour? Je dirais le tribalisme parce que le Congo, c'est l'un des pays que nous traitons le plus et la discrimination. Oui, que pourquoi tu fais la relation avec Éric Zemmour? Se dit victime, c'est beaucoup plus comme ça que je fais le lien. Ce sont deux thèmes, je ne fais pas le lien. Il n'y a aucun lien, ce sont deux thèmes différents. Oui, deux thèmes. Oui, il n'y a pas de lien. Ah, tu as mis E. Non, excusez-moi, deux thèmes différents. J'ai bien dit le tribalisme à part et le phénomène Éric Zemmour. Voilà. Si vous voulez conclure, ou alors concluez tout simplement. On commence par M. Mawel, monsieur... Qui peut commencer pour conclure? Oui, bon, nous avons effectivement, nous allons parler la prochaine fois
du Sommet. Parti des peuples africains, section Côte d'Ivoire, Oui. dont l'ambition, c'est de faire un parti des peuples africains qui se multiplie et qui va dans tous les autres pays. On a vu ça avec le MSA, on a vu ça avec le RDA, on a vu ça avec d'autres partis qui s'aimaient de cette façon-là. On a vu ça aussi avec l'UPADES qui, à la base, c'est Union panafricaine. Ce n'est pas du tout l'Union congolaise. C'est une Union panafricaine et donc sa vocation était aussi d'essaimer dans tout le reste de l'Afrique. Mais que je prends juste le temps de féliciter le président Laurent Gbagbo qui, sans rancune, est revenu, sans rancune a parlé, sans rancune a dit merci à tous ceux qui sont venus pour la création du Parti des peuples africains. Voilà, je pense que c'est ça qui est la chose dominante. On n'en a pas parlé, mais on en parlera. Tout à fait. Mais quant à la France-Afrique, entretenue par M. Macron, avec des manières de cacher les choses et de faire croire aux gens qu'on est en train de changer, nous pouvons en parler maintenant. Mais c'est peut-être dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans qu'on va bien rire parce qu'on comprendra quelle a été la duperie et quel a été le mécanisme de cette duperie. D'accord. On en parlera pour Voilà. notre prochaine émission. Qui est le suivant qui prend la parole? Écoutez, monsieur Mawel a dit le mot qu'il fallait, quoi. Félicitations, félicitations, félicitations. Grand honneur, en tout cas, au président Laurent Gbagbo, parce que il est en train de me faire penser, si je comprends bien son schéma, hein, il est en train de me faire penser à un grand homme africain que nous connaissons tous, monsieur Nelson Mandela. Voilà quelqu'un, Nelson Mandela, que nous connaissons le parcours, 27 ans de prison, le plus vieux homme politique en prison, 27 ans, il quitte la prison. Bon, bien sûr, le parti existait déjà, l'ANC. Oui. Il réintègre l'ANC, il n'est jamais sorti d'ailleurs. Il brigue la présidence de la République et gagne. Il fait un mandat et il sort par la grande porte. Il rentre dans l'histoire en lettres d'or. Et je suis en train de penser comme ça, je peux me tromper, bien sûr. C'est une analyse politique, c'est une observation. Je suis en train de penser comme ça à Laurent Gbagbo, qui fait 10 ans de prison de façon injuste. Il faut le dire et le redire, de façon injuste. Il sort de prison, il a un grand, il fait montre d'un grand fair play politique. Il salue son adversaire qu'il a foutu en prison, s'il vous plaît, et il crée son parti, un nouveau parti. Voilà. Et si ce que je pense se réalise, il sera candidat à la prochaine élection présidentielle. Et s'il gagne, tel que je le souhaite aussi, mais je ne suis pas ivoirien, je ne pourrai pas voter pour lui. S'il gagne, eh bien, je souhaite à ce qu'il fasse un mandat. Après, il rentre aussi dans la grande porte, dans l'histoire par la grande porte, comme Nelson Mandela. Ça sera Nelson Mandela numéro 2. Maintenant, quant à Emmanuel Macron, on en parlera à tête reposée la semaine prochaine. Personne, en bon intellectuel africain, aucun intellectuel africain ne lui a échappé. La duperie, dire Afrique, France, ça n'a pas échappé aux intellectuels africains que ça veut dire la même chose. Hein. France, Afrique, il peut changer le nom, il peut jouer avec les mots comme il veut. On a compris que c'est Dupont et Dupont, hein. Mais on en parlera en temps et lieu. Tout à fait. M. Samadjan Koumbi, et puis M. Gaïno conclura. Dans les dessous de la République, de la résistance, il y a une dynamique qui est en train d'être mise en place. Et une des figures de cette dynamique, c'est le président du parti UDR Mwinda, Guy Romain Kimfusia. Il a fait une sortie ce matin. Je vais me permettre de la lire
peut-être qu'elle servira de boussole à certains d'entre nous. Je lis, nous sommes dans une période de transition intergénérationnelle. Moi, Guy Romain Kimfusia, j'ai 80 ans. Denis Sassou Nguesso, qui est mon petit frère, n'est pas loin dans cette tranche d'âge. Il ne nous reste plus beaucoup de temps ici sur Terre. Nous allons bientôt partir et notre avenir est dans le passé. Si on aime ce pays, il faut qu'on le laisse en paix avant de partir, en donnant aux générations qui nous suivront l'image des sages qui ont peut-être fait des bêtises, mais des sages qui ont rattrapé le temps gâché. Pour ce faire, il faut interroger les compatriotes de bonne foi sur ce qu'on peut faire pour la bonne marche du pays. Donc, c'est une adresse citoyenne, patriotique, qui est lancée à tous et à toutes. Maintenant, à tout un chacun de tirer leçon de cette adresse-là. Je vous remercie. D'accord. Je rappelle que chacun de nous doit pouvoir garder toutes les raisons gardées, de pouvoir représenter son parti politique et son association, mais c'est bien de préciser que c'est une adresse de M. Kimfuisa qui rentre de manière indirecte en campagne parce qu'on ne l'a pas beaucoup entendu pendant les élections présidentielles. Monsieur Gaïnou. Oui, d'abord, deux faits qui nous interpellent. Ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire, il faut savoir que l'Afrique a besoin des grands hommes. Et les grands hommes, ce sont ceux qui savent dire mea culpa quand on a commis une faute. Et il est vrai que c'est à nous de bâtir, c'est nous-mêmes les Africains qui devons bâtir cette Afrique, parce que l'Afrique ne peut être regardée de face que lorsque nous serons capables d'être organisés comme les grandes nations. Quand on voit que l'Europe s'est unie, quand on voit que l'Amérique aussi c'est pareil, les exemples cités par M. Laurent Gbagbo tiennent bien lieu d'exemples pour montrer que l'Afrique a besoin de s'unir, qu'individuellement, nous ne pouvons pas évoluer ou faire face aux grandes nations. Il faut l'unité. Mais je pense que cette unité ne peut être bâtie qu'à partir d'un modèle de démocratie qui doit être respecté partout. Regardez ce qui vient de se passer au Cap-Vert, où le président a été élu au premier tour et le sortant a très vite reconnu sa défaite et a salué son homologue qui va le remplacer. Vous voyez, cet exemple-là, ce n'est qu'à partir de là qu'on pourra bâtir une Afrique unie, prospère, et non avec les gens qui s'éternisent au pouvoir. Ce que je regrette, vous avez des noms que vous avez cités, comme M. Alassane Ouattara, qui aurait pu sortir par la grande porte, malheureusement, qui a modifié sa constitution pour se représenter en cherchant des prétextes. Et c'est ce qu'on est en train de vivre en Afrique. Je crois qu'au moins cet appel-là, les gens pourront le comprendre autrement. Maintenant, revenons à ce qui s'est passé en France. Moi, je mettrais un bémol parce que c'est vrai que les sommets auxquels étaient habitués les Africains, c'était de voir la France donner de leçons aux chefs d'État africains qui venaient pour se réjouir, se retrouver. Et quand ils partent d'ici, les leçons qu'ils ont entendues, quand ils arrivent chez eux, ils ne les appliquent pas. Et ils laissent leur pays toujours dans la misère. Aujourd'hui, M. Macron a voulu changer. Il a changé, il n'a pas voulu rassembler les présidents parce qu'il entend les cris des jeunes. Ceux qui pleurent partout, qui disent que ce sont des dictateurs qui sont là. Il a dit, maintenant, moi, je vais donner la parole à ceux-là qui ne l'ont pas. Et il a donné cette parole-là. Peu importe ce que l'on peut dire, je pense que pour moi, j'ai dit,
bravo à M. Macron, parce qu'il faudra en arriver là. Il ne faut pas qu'on laisse les présidents s'unir pour dire ce qu'ils ont à dire, et puis quand ils quittent ici, ils oublient tout ce qu'ils ont dit. Mais là, au moins, les jeunes ou les intellectuels africains se rencontrent, se parlent, et ils ont dit des choses à M. Macron qu'aucun président africain n'aurait osé, n'aurait pu dire. Ils lui ont posé des questions, il a répondu à ces questions-là. Je crois que voilà, cet esprit, ce qui est sorti de ce forum, c'est au moins l'esprit de vérité. Aussi, la frustration que les intellectuels africains ont vis-à-vis de la France, qui continue à soutenir les dictatures. Pour le reste, je pense que nous allons poursuivre nos débats avec beaucoup de sérénité d'ailleurs, et j'en félicite beaucoup. Je crois que nous arriverons, si nous sommes écoutés, nous pouvons aussi quand même être ceux qui conscientisent les gens. L'Afrique a besoin de parler d'une seule voix partout où elle se trouve. Et pour cela, les partis politiques doivent jouer leur rôle, et surtout leur rôle dans l'alternance démocratique. Voilà ce que je tenais à dire pour ce qui était l'émission de ce soir. Merci. Monsieur, je vous remercie beaucoup. Passez une bonne soirée. À la semaine prochaine et nous débattrons de sujets d'actualité et de sujets qui n'ont pas pu être traités ce soir. Au revoir, monsieur, et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, chers amis. Au revoir, M. Belébé. Au revoir, les amis de Bakambi, les auditeurs de Bakambi. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonsoir.